Toute action, toute proposition, toute pratique est donc située, puisqu'elle est inéluctablement locale, et toute tentative de généralisation exige donc prudence, précaution et hésitation, car elle se paye au prix fort du réductionnisme. Oui, je crois que la généralisation fait forcément abstraction des circonstances qui font des vraies situations. Donc l'approche écologique telle que nous la proposons implique de s'intéresser à des rapports qui se tissent à fur et à mesure des interactions entre les êtres impliqués dans cette situation locale. Et toute possibilité d'échelonnage, ce que Anna Tsing dans The Mushroom and the End of the World nomme la scalability, toute possibilité d'échelonnage doit être pensée à la lumière de ce qu'elle exclut, de ce qu'elle dénie ou de ce qu'elle externalise. L'abstraction comprend toujours à la lettre une partie d'abstraction faite de certains facteurs. Si nous avons donc opté avec Isabelle et Alessia pour une caractérisation écologique des communs, c'est bien parce que telle caractérisation dynamique prolonge le mouvement ontologique que je viens d'évoquer. Bien plus que d'être un choix ou une option, ce que nous nommons commoning semble être beaucoup plus réaliste pour décrire la condition humaine dans l'espace où la vie s'est épanouie. C'est d'ailleurs une zone très restreinte, le bas atmosphère et le sol jusqu'à une certaine profondeur, nommée ces derniers temps zone critique par Bruno Latour. Donc, nous croyons que le fonctionnement écologique aussi est beaucoup plus réaliste, en tout cas, que l'idéalisme individualiste, libéral et propriétaire, et donc productiviste par définition, couplé à l'état minimal, instrument facilitateur. Je crois que là, la réalité de cette image du monde, c'est d'ailleurs bien dégringolé, pas dégringolé, mais elle a été très fortement mise en doute, justement pendant cette crise Covid. La crise Covid d'aujourd'hui nous a montré quelque chose d'important, notamment que nous ne sommes pas des citoyens calculateurs et qu'il est possible de déséconomiser, et cela, ça nous a éclaté aux yeux, je crois, quand il était question de considérer la valeur des métiers essentiels, les métiers essentiels qui, justement, ne sont pas valorisables de façon économique. Et nous avons tous découvert pendant cette période les plaisirs du non-économique, puisque l'économique s'était arrêté. Et je vois autour de moi très fortement une énorme redécouverte de certains plaisirs, de certaines joies, de certaines valeurs qui sont systématiquement effacées par la rage économique dans laquelle nous sommes pris. Bon, j'ajoute à cela que l'État socialiste productiviste qui se substitue à un peuple qui n'existait pas avant n'est pas une alternative valable non plus, je crois que c'est clair. Alors l'option que nous avons prise pour la troisième façon de penser les communs à travers le commoning s'inscrit naturellement également dans notre souci de durabilité, d'exploration, d'apprentissage et de transmission d'expériences, de pratiques et de savoir aujourd'hui et demain, parce que nous sommes convaincus que les dynamiques écologiques que le commoning engendre sont comparables aux liens sympoétiques que l'on peut reconnaître, pas seulement dans la biologie, mais tout aussi clairement dans le commoning en tant que tel. Un exemple, ce sont les rapports entre les communautés autochtones et leur territoire, où l'on voit bien vite le travail que fait ce réseau d'interdépendance mutuellement constitutive. Le groupe transforme le territoire, qui transforme le groupe à son tour, et ainsi de suite. Donc le devenir du collectif est un processus interactif et réciproque, ce qui implique une contrainte forte, selon nous, savoir vivre en faisant partie d'une écologie complexe et de ses interactions, parce que justement, on en dépend nous-mêmes collectivement et individuellement.
Bon, j'espère que ça éclaircit un peu notre position initiale. Et c'est de cette perspective, hein, que vous avez pu lire aussi, que nous allons explorer les trois figures juridiques que j'ai déjà nommées. Alors, j'ajoute à cela encore un peu, quelques remarques. Je crois qu'il y a la nécessité de reprendre la question ontologique, est une démarche qui me semble aujourd'hui essentielle, car non seulement les nouvelles perspectives ontologiques peuvent faire apparaître des nouvelles vérités et nous libérer des langages qui nous condamnent plus ou moins à véhiculer des significations qui les confirment et renforcent. Et cette double tâche, notamment faire acte d'une ontologie nouvelle et en inventer le langage, c'est à cette double tâche que Bolyai et Helfrich se sont attelés dans leur dernier livre, qui est magnifique selon moi, Free, Fair and Alive, The Insurgent Powers of the Commons. Et dans ce livre aussi, les caractéristiques du commoning se révèlent être beaucoup plus réelles qu'on pouvait encore s'imaginer après 250 années de matraquage conceptuel libéralo-capitaliste. Alors le même mouvement, on peut le repérer dans un très très beau petit livre de David Graeber. Vous connaissez peut-être David Graeber, mais c'est l'auteur du fabuleux La dette, le fabuleux La dette, 5000 ans d'histoire, et aussi un très très beau livre que j'aime beaucoup, surtout aujourd'hui à l'université, c'est très intéressant, c'est les bullshit jobs, hein, c'est une description de tous les boulots inutiles que les employés se tuent à faire sans en connaître l'utilité. Bon, ça c'est Graeber, mais Graeber a aussi écrit un très très beau petit livre qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste, et dans ce livre, il défend les prémices d'une telle anthropologie qui met le focus sur les multiples façons de vivre sans État et tous les possibles qui en découlent. Et ici aussi, le défi, c'est de repenser l'anthropologie après s'être débarrassé des dogmes de l'État et de l'individu propriétaire. Et l'anthropologie grébérienne, à y regarder de plus près, voit du commoning où les autres voient des individus ou des nations. Bien sûr, soyons clairs, l'anarchisme, je sais que c'est un mot qui fait peur, l'anarchisme de Graeber n'a rien à voir avec les formes libertaires de l'anarchisme, certainement pas avec un anarchisme violent qui était populaire au XIXe siècle, mais il reprend entre autres les belles idées de Kropotkin au sujet de l'aide mutuelle comme dynamique essentielle de la société. Donc cette anthropologie anarchiste, si on l'interprète, elle dévoile aussi le possible d'une humanité faite de commoning, basée de commoning. Et dans le livre d'ailleurs, Graeber écrit quelque part très clairement, et je cite, « L'action révolutionnaire ne doit pas avoir nécessairement pour objectif de renverser les gouvernements. Les tentatives de créer des communautés autonomes, en dépit du pouvoir, seraient par exemple des gestes révolutionnaires presque par définition. » Donc on voit tout de suite ici se creuser une distance entre un commoning autonome et d'une part et le marché et l'État de l'autre. Bien, alors il me reste 4 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça va marcher. Le premier statut que nous voulions prendre sous la loupe, et nous allons le faire bien trop vite, est celui du patrimoine. Bon, je ne dois pas m'arrêter très longtemps, du patrimoine, pardon, lié à la transpropriation. Je ne dois pas m'arrêter trop longtemps ici dessus, car François, Delphine et Marie-Sophie en sont les auteurs, donc je crois qu'on sait de quoi on parle. Mais tout ça, ça part de l'idée qui est formulée dans une phrase forte
de François dans La nature hors la loi, est patrimonialiser les espèces et les espaces naturels revient à les considérer comme des choses vivantes. Donc la vie est tout à fait cruciale ici de nouveau. Biotope et biosphère, il écrit qu'il importe de garder sauf de sauvegarder donc. Donc la patrimonialisation d'une chose, qu'elle soit naturelle ou culturelle, nous fait donc passer d'un régime monofonctionnel de la propriété à la reconnaissance d'une multiplicité d'usages dont les espaces et les ressources sont susceptibles. Ça implique que des intérêts autres ou d'autres se superposent à celui du propriétaire privé ou de la souveraineté nationale, et aussi que la chose patrimonialisée doit être conservée. En d'autres mots, la patrimonialisation, c'est des mots difficiles à prononcer, la patrimonialisation d'une ressource implique donc des accommodements du droit de propriété au profit des intérêts collectifs d'une ou plusieurs communautés. Et c'est ce mouvement que vous nommez la transpropriation, notamment la concession sur une même chose d'usages multiples à une multiplicité de titulaires. Le patrimoine met donc en place des réseaux de droits d'usage et de contrôle qui, je cite de nouveau, débordent les découpages issus de la propriété et de la souveraineté. À certains égards, le propriétaire ou le souverain devient lui-même un simple usager des biens. Alors, si on regarde ça, côté chose, et je reprends quasi-objet, hein, côté quasi-objet, la transpropriation peut s'appliquer surtout aux ressources matérielles, meubles ou immeubles, dont, je cite de nouveau, l'usage est rival, car facteur d'épuisement, et dont la quantité autant que la qualité sont aujourd'hui devenues problématiques. Mais, selon les auteurs, rien n'empêche la notion de transpropriation de se renouveler, d'évoluer, de s'appliquer à d'autres ressources au gré des choix collectifs et de s'hybrider de mille façons. Côté collectivité, côté quasi-sujet, on voit émerger une collectivité qui peut faire valoir des intérêts, et François et ses collègues se trouvent face au problème que cette collectivité n'est pas identifiable ni définissable a priori. Ainsi, ils évoquent, et on reviendra là-dessus tout à l'heure dans la part qu'Alessia va proposer, ils évoquent la communauté diffuse d'ayants droit, pas nécessairement identifiée, mais pouvant prétendre à un usage de la ressource. De cette perspective, un bien approprié pourrait être destiné à une finalité collective dont bénéficierait un groupe diffus de personnes. Il s'agira donc d'identifier les différents intérêts que l'usage de la ressource peut impliquer et dont elle peut être l'enjeu. Bon, je vais me limiter à une question, parce qu'Alessia reviendra sur la transpropriation encore plus tard. Une question aux auteurs. Je propose qu'on en parle après, qu'on puisse d'abord finir l'exposé. Et c'est la suivante. Comment est-ce que la transpropriation se rapporte-t-elle à la théorie ostromienne de la propriété faisceau de droit, selon laquelle la propriété se décline ou se démembre en 5 droits différents, vous savez bien, l'aliénation, la gestion, l'exclusion, le prélèvement et l'accès, qui peuvent être simultanément, qui peuvent revenir, simultanément à des usages différents avec des titres différents. Selon moi, le faisceau de droit ne satisfait pas aux exigences des communs telles que nous les caractérisons, par cette généalogie bottom-up et par cette autogouvernance participative. Nous croyons que ce n'est pas tant le partage des différents droits du faisceau de droit qui constitue la propriété qui fait problème ici, mais bien l'acceptation juridique que les pratiques d'un groupe organisé puissent être reconnues et entérinées afin de justifier un partage imposé des droits du faisceau prévalant sur celui-ci. Personne ou incitation qui reste titulaire du droit et qui peut toujours décider ou non
d'accepter ou non la diversité d'usage par différents ayants droit. Bref, c'est toujours la question du titulaire final de l'ensemble des droits et de celui que l'État la question du titulaire final de l'ensemble des droits et de l'État qui décidera des règles du jeu et de l'attribution des droits au final. Alors, cela reste pour moi un problème fondamental. Le patrimoine ou la transpropriation implique toujours encore une propriation, notamment l'existence d'un rapport sujet-objet dans lequel le propriétaire, dans l'hypothèse du faisceau de droit, où les usagers ensemble décident de ce qui importe ou non. Et cela me semble difficilement compatible avec l'approche écologique que nous défendons et dans laquelle le milieu importe plus fortement. Donc, ça c'est la question que je proposerai à la discussion plus tard, mais je vais me taire ici et passer la parole à Alessia. Merci Serge, on a déjà de quoi réfléchir et se préparer pour la conversation. Je vais juste partager la présentation. Attends. C'est pas ça. Est-ce qu'il ne faut pas? Voilà. Hop. Voilà. Voilà, super. Et ben alors, merci beaucoup Serge, en effet. Et nous allons maintenant explorer deux cas de figure qui trouvent aujourd'hui application concrète dans le domaine du droit. Et il s'agit des développements judiciaires et législatifs concernant la protection de certaines communautés qui s'auto-organisent autour d'une ressource qui les concerne et les responsabilise collectivement. Et il nous semble que ces communautés poursuivent des activités qui sont marquées justement par une certaine générativité plutôt que par l'extractivité, comme dans notre définition de commoning. Et donc, ces développements peuvent, en fait, nous croyons, qui sont développés, qui peuvent, à notre sens, nous aider à raisonner par rapport à des formes de protection juridique du commoning. Alors, le premier cas de figure concerne les régimes des droits d'usage civique dans les droits italiens. C'est une matière juridique très vaste que nous allons pouvoir toucher que pour quelques aspects cruciaux aujourd'hui. Les droits d'usage civique sont reconnus à certaines communautés qui peuvent utiliser et jouir collectivement d'un fonds de terre ou d'eau, pour des finalités agricoles, sylvicoles et pastorales. Et on voit déjà par ces images que ces types de droits peuvent s'étendre à des formes assez variables d'usage qui vont des formes les plus traditionnelles et basiques d'auto-organisation à d'autres plus mécanisées et organisées en consortium, mais toujours, attention ici, agencées par des collectivités, communautés locales. Et il est important de noter que ce que nous appelons génériquement droit d'usage collectif correspond à une multiplicité de réalités et d'usages locaux, des réalités qui sont extrêmement différenciées les unes des autres. Et le terme usage collectif englobe une grande variété de formes d'auto-organisation des habitants locaux d'origine immémoriale et coutumière. Il s'agit donc des situations d'usage collectif très anciennes qui ont survécu jusqu'à nos jours et qui étaient très répandues dans le Moyen-Âge, dans toute Europe d'ailleurs. Ces usages soutenaient typiquement une forme d'économie villageoise qui approvisionnait en nourriture, bois et charbon la communauté locale.
Les produits étaient généralement consommés ou bien ils étaient mis sur les marchés et échangés avec les communes voisines. Un accès précieux à la matière est fourni par le travail de Paolo Grossi, un juriste italien, historien du droit et ancien président de la Cour constitutionnelle italienne. Donc, Grossi écrit que ce que nous héritons par rapport à la tradition des organisations foncières collectives représente par rapport à la voie juridique officielle une autre tradition, une autre manière de posséder. Grossi explique que cette tradition a une voie qui court en parallèle à celle officielle. Et vis-à-vis à cette tradition officielle, l'autre tradition a sa parfaite autonomie, une autonomie d'origine, de développement, des valeurs. Et encore, il explique qu'il s'agit d'une tradition au fondement anthropologique différent. Et la diversité réside dans le rôle central de la chose terre. Donc, il écrit, Paolo Grossi, dans la vision officielle, la terre n'est rien plus qu'un objet de la souveraineté de l'individu, avec une indifférence complète pour sa vie et ses règles intimes. Mais au contraire, l'autre anthropologie a pour fondement l'intuition qu'au phénomène vital ne participe pas seulement l'homme, mais également la terre. La vie est vie des hommes, des choses, en symbiose. Et donc, comme nous le savons, c'est depuis les révolutions bourgeoises du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle que nous assistons à des vagues d'affaiblissement graduel mais constant des propriétés collectives en Europe occidentale. Et en Italie en particulier, c'est surtout au début du XXe siècle que les propriétés collectives commencent à être considérées comme des anomalies et des perturbations de l'organisation socio-économique prévalente, qui à l'époque trouvait sa pleine expression dans l'héritage du Code civil napoléonien de 1804. Donc, le Code civil avait forgé une vision du monde, on le sait, qui était fondée sur la propriété privée individuelle ou étatique. Et donc, c'est entre 1924 et 1927 que les lois fascistes sont adoptées afin d'exproprier et abolir presque toute forme de terre d'usage collectif en Italie. Pas toutes, mais presque toutes. Donc, pour toute une série de vicissitudes historiques qui sont liées à la capitulation du fascisme en Italie, ces objectifs législatifs d'exploitation et d'abolition n'ont jamais été complètement réalisés. Mais un rôle clé a été toujours joué par plusieurs juristes qui ont dédié une grande partie de leur parcours de recherche et professionnel à contrer les tentatives d'abolition des usages collectifs et qui ont participé à des débats ou animé des débats dans des lieux cruciaux comme les universités, les débats publics, le Parlement italien et les tribunaux ou la Cour constitutionnelle. Et tout ça est bien décrit dans l'ouvrage de Paolo Grossi, Le monde de terre collective, itinéraire juridique entre hier et demain, où il décrit le rôle crucial des juristes, des juges et en général de la discipline juridique pour la prolongation de l'existence des usages collectifs et pour en éviter leur extinction. Et donc, un grand nombre de domaines collectifs continuent à exister aujourd'hui sur le territoire italien. Donc, loin d'avoir été abolis, ceux-ci expriment au contraire une certaine vitalité qui a été renforcée dernièrement grâce à l'adoption de la loi du 20 novembre 2017, numéro 168, la loi sur les domaines collectifs. Et cette loi confère à ces communautés, appelées communautés d'origine, la capacité de se donner des normes de manière autonome, pour autant qu'elles soient bien évidemment constitutionnelles et à partir aussi de leur organisation coutumière.
Donc, essayons de comprendre un peu mieux tout ça. Donc, le premier article de la loi établit que la République reconnaît les domaines collectifs sur toutes leurs dénominations en tant que régime juridique primaire des communautés d'origine. Et donc, cette expression est très importante, régime juridique primaire, car selon le juriste italien Raffaele Volante, la loi inaugure un troisième régime civil de la propriété qui est fondé sur l'article 43 de la Constitution, qui est évidemment cité par la loi, selon lequel la loi peut réserver originairement à des communautés d'usagères des facultés qui ont un caractère d'intérêt général prééminent. Et voyons alors pourquoi les usages collectifs ont un caractère d'intérêt général. Donc, l'article 2 de la loi souligne en effet les raisons pour lesquelles ces usages reçoivent une protection juridique. Il s'agit, dit la loi, d'éléments essentiels pour la vie et le développement des collectivités locales, d'instruments primaires pour assurer la conservation du patrimoine naturel national, des composantes stables du système environnemental, des bases territoriales d'instituts historiques de sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, des ressources renouvelables qui sont à utiliser à la faveur des collectivités d'ayant droit. Ça, c'est important à souligner. Et donc, à ces propos, c'est important aussi de remarquer que la loi spéciale sur les usages civiques s'intègre à celle générale. Donc, les régimes juridiques spécifiques dans la loi du 20 novembre 2017 s'insèrent, en fait, sur le fond de la réglementation générale sur la protection du paysage et de l'environnement, qui est établie dans les codifications et dans certains articles de la Constitution italienne, et qui a été articulé abondamment par des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Ces articles ont été articulés, élaborés, réélaborés, réinterprétés par la Cour constitutionnelle, ce qui a aussi favorisé l'adoption de la loi en 2017. Et à ces propos, je vais attirer votre attention dans des passages de certains arrêts de la Cour constitutionnelle. Alors, la Cour a associé dans le passé les usages civiques aux biens paysagers, mais aussi aux biens environnementaux. Et dans un célèbre jugement, elle explique qu'il existe une tendance à une conception unifiée du bien environnemental, incluant toutes les ressources naturelles et culturelles, comprend l'air, l'eau, les sols, la terre et la préservation de toutes les espèces animales et végétales qui y vivent, y compris la personne humaine. Donc cet aspect d'habitation, d'ensemble d'abord, mais aussi d'unité et d'habitation nous intéresse en particulier et nous y reviendrons après. Après aussi, si c'est particulièrement important, la Cour explique que les usages civiques concourent à déterminer la forme du territoire sur lequel ils s'exercent. Donc, selon cette interprétation, ils sont les produits de l'intégration entre l'homme et l'environnement naturel. Et toujours à ces propos, la Cour soutient que le maintien des caractéristiques environnementales des domaines collectifs nécessite une intervention active, un soin assidu qui est confié à la collectivité. Et donc, se manifeste par des modalités d'usage qui, à la fois, garantissent la jouissance du bien et aussi sa conservation. Continue la Cour, elle dit il s'agit d'un cas de connexion inextricable des profils économiques, sociaux et environnementaux qui font que les principes combinés du développement de la personne, de la protection du paysage et de la fonction sociale de la propriété sont à l'œuvre. Donc, nous rencontrons ici, entre autres, la fonction sociale de la propriété. Voilà. Et nous passons maintenant au prochain cas d'étude qui concerne l'attribution de la personnalité juridique à une entité
un ensemble, et je reviendrai sur ces concepts d'ensemble tout à l'heure, qui est nommé, donc en Nouvelle-Zélande, je dois le dire, et qui est nommé Te Awa Tupua. Cette attribution de personnalité juridique représente l'aboutissement d'un long processus politique, judiciaire et législatif qui est connu comme le Whanganui River Claims Settlement. Et c'est un processus qui concerne les revendications maoris vis-à-vis de la couronne britannique d'abord et ensuite néo-zélandaise par rapport aux expropriations de terres dans les territoires qui comprend et entourent, vous le voyez dans cette carte, le fleuve Whanganui. Donc, avant l'arrivée du droit britannique d'origine coloniale en Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui était habité par les communautés maoris et était considéré comme une entité vivante et sacrée qui comprenait les humains, les animaux, les plantes et certains lieux. Les Maoris s'est positionné en relation de généalogie avec certains éléments du territoire et les fleuves fournissaient l'essentiel de la nourriture et du cadre de vie des communautés maoris. Donc, ils servaient aussi comme route, par exemple, par les déplacements et les transports. C'était vraiment intégré dans leur manière d'habiter. Et ici, nous voyons cette image qui est la page de couverture d'un rapport relatif à une enquête judiciaire qui a été menée par le tribunal Waitangi et qui était chargé d'enquêter sur la légitimité des réclamations maoris sur le territoire vis-à-vis de la couronne. Donc, c'est vraiment une dispute judiciaire qui a été enquêtée par un tribunal spécial de manière très détaillée. Et d'ailleurs, c'était une enquête sur le terrain. Donc, les juges se sont déplacés sur le terrain et des experts aussi. Bon, par ce rapport, nous apprenons que celles qui étaient les coutumes d'accès au fleuve, et nous découvrons que c'était des coutumes, évidemment, qui se déployaient dans une perspective de non-épuisement de la ressource et de distribution aussi des partages. Et donc, on apprend que voilà, les coutumes de pêche étaient précises pour assurer le partage des ressources et maintenir les stocks, préserver les eaux. Puis les temps de pêche étaient différenciés les temps de pêche des différentes espèces étaient maintenus. Donc, il y avait une certaine attention par rapport à la pêche pour maintenir, pour ne pas épuiser les différentes espèces qui habitaient le fleuve. Et donc, la pêche se faisait à différentes périodes de l'année dans différents lieux du territoire. Et aussi, il y avait des récoltes qui se faisaient et des cultivations qui se faisaient dans différents lieux du territoire. Donc, pour la conception maori, le territoire du fleuve était vraiment considéré comme indivisible et surtout ne pouvait pas être possédé ou exploité au profit unique des uns. Il y avait aussi les autres espèces. Donc, en 1864, la plupart des terres maoris sont confisquées. Et malgré à peu près 20 ans avant, la couronne britannique et les chefs maoris avaient signé le traité Waitangi qui garantissait aux Maoris la possession exclusive de leurs terres et une possession qui pouvait être collective. Ensuite, la common law va remplacer les pratiques coutumières maoris et un cadre moderne de représentation juridique va s'imposer. Donc, les fleuves deviennent dans les textes juridiques une source d'énergie, d'irrigation, d'exploitation, une source pour les mines et des richesses économiques. Donc, la notion de droit des propriétés est introduite ainsi qu'une conception du fleuve correspondante à celle d'objet des droits. Alors, face à cette situation, les communautés maoris commencent à revendiquer la récupération de leurs droits collectifs. Et ce qui est particulièrement intéressant de noter pour nous, pour notre exposition aujourd'hui, est que les Maoris lancent aussi, entre autres, des actions contre la destruction des habitats du fleuve.
par exemple, il y a des grandes protestations car les bateaux détruisent les habitats des anguilles et ils s'opposent aussi à l'introduction de nouvelles espèces non autochtones dans les eaux. Et non, il s'agit évidemment d'une très longue dispute et ici, nous gardons juste à l'esprit que en 1999, le tribunal Waitangi émet un avis favorable au recours des communautés maoris. Donc, l'aboutissement de cette longue dispute politique et judiciaire est donc la signature d'un accord en 2012 par des représentants des communautés maoris et de la couronne, où la couronne en effet admet qu'il y a eu expropriation, contrairement aux accords précédents, alors que le chef maori n'avait jamais cédé leur mana à la couronne. Alors ici, mana est un terme qui, dans la langue maori, signifiait quelque chose s'apparenté à quelque chose comme autorité et pouvoir des chefs des communautés et des communautés sur le territoire, mais qui a été traduit comme souveraineté dans les versions anglaises des documents. Donc, l'interprétation de ce terme a toujours constitué un objet de dispute. De cet accord suit une loi adoptée en 2017, dite la loi de Te Avatupua. La loi reconnaît le fleuve comme un ensemble vivant et intégré, nommé justement Te Avatupua. La loi accorde la personnalité juridique à cet ensemble qui correspond, nous pourrons dire, à un biotope fluvial. Donc, c'est important ici de remarquer que la personnalité juridique est accordée à cet ensemble avec toutes ses composantes. Et justement, c'est ça qui est intéressant à nos yeux. Le droit de la personnalité juridique ne va pas seulement à la fleuve, au fleuve, comme voilà, nous entendons souvent dire la personnalité juridique du fleuve en Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose de bien plus étendu. Et donc, il s'agit, et ça c'est le texte de la loi, d'un ensemble vivant et indivisible qui comprend les fleuves, les montagnes jusqu'à la mer, qui inclut plusieurs communautés et tous les éléments physiques et métaphysiques, donc naturels et culturels, on pourrait penser, et qui soutient la vie et les ressources naturelles. C'est donc en effet une écologie, une cascade d'interdépendance, comme Serge le disait tout à l'heure, un milieu vivant qui est au cœur de cette reconnaissance. Et il s'agit, c'est encore la loi qui explique, d'une entité singulière qui est composée par plusieurs éléments et communautés qui travaillent et collaborent pour la santé et le bien-être de l'ensemble sur les plans environnemental, social, culturel, économique. Et donc ici, les communautés et une pluralité d'éléments et d'interactions mutuelles forment l'ensemble et agissent pour l'ensemble. Ça, c'est notre lecture de ces développements judiciaires et législatifs. Et nous pouvons alors ici passer à des considérations sur les deux cas d'études. Donc, d'abord, nos cas de figure permettent de rétablir une certaine symétrie entre ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé outre-mer par rapport aux expropriations de terres à des communautés européennes ou bien indigènes, comme on les appelle, mais qui y menaient des pratiques collectives qui ont des traits tout à fait similaires et qui d'ailleurs ont maintenu ces terres en état jusqu'à nos jours. Nous pouvons effectuer des différents constats. D'abord sur les profils historiques, nous constatons des usages et coutumes immémoriales qui étaient présents sur un territoire, puis les faits que des codifications modernes surviennent, puis une intention d'exproprier ces terres, puis des préjudices pour la coutume qui préexistait, puis des revendications des communautés par rapport à ces préjudices, et l'indispensable travail des juristes et des cours pour l'articulation d'arguments juridiquement valables concernant ces revendications. Ensuite, l'adoption des lois qui concernent la protection d'un patrimoine qui est assez atypique, et nous verrons après pourquoi il est atypique, qui arrive à protéger aussi les pratiques d'usage collectif.
Puis, ces évolutions résonnent aussi sur les profils anthropologiques. Donc, il s'agit des formes d'auto-organisation ayant une certaine autonomie, d'usages qui sont concernés et préoccupés par la régénération des ressources plutôt que par leur épuisement, et puis d'un cadre de représentation de la chose terre ou eau qui ne correspond pas à celle d'objet de droit. Alors, ici, j'ai voulu juste créer un parallélisme et juxtaposer les textes de la jurisprudence italienne et de la loi néo-zélandaise. Donc, ça crée un parallèle, ça ne crée pas forcément un pont. Mais c'est intéressant de remarquer qu'il y a une certaine correspondance de terminologie. Donc, nous constatons que voilà, les deux textes se réfèrent à une conception unifiée, un ensemble qui inclut plusieurs composantes et qui aussi concerne la vie, fait référence à la vie dans ses ressources. Puis, encore ici, par rapport aux pratiques, en Italie, une intervention active, un soin assidu des communautés. En Nouvelle-Zélande, des communautés qui travaillent et collaborent. Puis des usages qui garantissent la jouissance du bien et sa conservation. En Nouvelle-Zélande, des coutumes qui ont un potentiel, et des pratiques qui ont un potentiel d'entretien du fleuve. Et puis encore les profils économiques, sociaux, culturels et environnementaux qui surgissent et une importance pour les générations futures de ces pratiques. Encore ici, le rapport à la chose qui va au-delà de la conception d'objets de droit. Ici, ce qui m'intéresse en particulier, par la comparaison de ces textes, ou la juxtaposition, c'est voilà, qu'en Italie, nous trouvons une référence à l'intégration entre communauté et l'homme. Donc, nous avons ces trois concepts, communauté, intégration au milieu, et l'homme, donc la pratique qui est entre la communauté et l'homme, qui intervient dans la définition des usages collectifs. Et en Nouvelle-Zélande, nous avons la référence à un ensemble, c'est encore un peu plus, disons, accentué, l'aspect d'un tout, d'un unique qui ne se distingue plus de la chose. Donc, nous passons du 3 au 1, des trois, disons, concepts nécessaires pour définir les pratiques génératives à un concept ensemble qui, voilà, qui nous donne l'essence de l'interdépendance mutuelle. Et dans ces pratiques dont on instaure une relation d'habitation à composer, toujours à recomposer dans les devenirs, par des comportements qui sont appropriés au lieu plutôt que dans la fixation d'un régime propriétaire de maîtrise et d'exploitation. C'est ça que nous tirons de cette comparaison entre les cas. Et tout ceci nous semble en ligne avec la théorie des choses milieux élaborée par la juriste française Sarah Van Hoeksen, qui, sur base des écrits de l'historien du droit Jan Thomas, que nous connaissons tous, nous explique que dans le droit romain archaïque, la chose n'est pas une entité entièrement soumise à son propriétaire, mais les dominiums renvoient au dominus et forment une espèce de prolongement de la personne, si bien que les choses et les personnes ne se distinguent pas nettement les unes des autres. On va à nouveau vers les 1. Donc, Sarah Van Hoeksen propose l'image d'une chose comme d'un lieu habité et devient ainsi possible de définir les choses comme des milieux et les personnes ainsi que d'autres espèces comme leurs habitants. Et voilà que toutes ces évolutions doctrinaires, jurisprudentielles et législatives peuvent, selon nous, inspirer des niches, des possibles protections juridiques pour les communings et les milieux vivants. Alors, rappelons que notre conceptualisation de commoning expérimente des modes d'organisation, enfin, ça réfère à des pratiques qui expérimentent des modes d'organisation qui se préoccupent du maintien de l'écologie de la ressource
et qui s'opposent souvent à l'épuisement ou à la destruction de la ressource. Par exemple, à la construction de grosses infrastructures, de transport, voilà, ou des projets d'urbanisme. C'est le cas des ZAD, des zones à défendre, et ou bien des groupes d'agriculture urbaine. Ici, il y a des exemples. Voilà, ici, c'est des exemples bruxellois et à Dijon. Ici, c'est encore des exemples à Bruxelles d'entretien. Et puis aussi, nous pouvons constater que toutes ces pratiques amènent aussi à le fait que les communautés acquérissent des véritables savoirs. Hein. C'est par rapport à la protection de ces lieux, à la générativité, encore plus que protection, la générativité de ces lieux. Et donc, il y a plusieurs pistes juridiques qui, selon nous, pourraient explorer pour une protection juridique des communs. D'abord, c'est toujours Sarah Van Oxem qui propose la réactivation de l'article 142 des codes civils français et belges qui concerne les biens communaux, qui ont été dans le passé l'équivalent de ce qui sont aujourd'hui en Italie les domaines collectifs. C'était à l'époque, on les appelait aussi les communautés villageoises, les formes d'organisation de communautés villageoises. Donc, Sarah Van Oxem nous dit que depuis longtemps, les juges n'interprètent plus cet article comme attribuant la propriété à ces communautés, aux communautés locales, aux habitantes eux-mêmes, mais aux personnes morales et administratives des communs. Et donc, Sarah Van Oxem invite à des interprétations où les caractères réellement collectifs des terres puissent réémerger et puissent permettre aux habitants de ne pas perdre la légitimité coutumière, immémoriale, d'accéder à ces terres et de s'organiser autour d'elles. Puis restons un moment sur le thème de l'herméneutique juridique et donc en fait nous croyons qu'une certaine herméneutique juridique de type spéculatif, comme l'ont bien décrit Serge et Isabelle dans leur article sur les comment. Donc ce type d'herméneutique serait à la fois pragmatique et créatif, pourrait jouer un rôle fondamental pour l'articulation d'arguments légaux qui ouvrent des possibilités à certaines revendications qui concernent justement l'exclusion des groupes à l'accès des terres jusqu'à là accessible, même si sous conditions, même si sous contrat temporaire. Comme ça arrive souvent au groupe des communes contemporaines, les jardins urbains, l'agriculture urbaine dans les villes. Donc, comme nous l'avons vu dans ces cas d'études, le rôle des juristes et des cours a toujours été fondamental pour ce type de revendications, même si on a regardé à des revendications immémoriales, il y a quand même toujours des forts arguments qui peuvent être mobilisés par rapport à ces pratiques. Donc, les communing, ces pratiques urbaines, ces pratiques qui souvent s'opposent aux gros projets d'infrastructure, d'urbanisme, font appel au droit, font appel aux juristes et aux juges. Et nous venons justement à la transpropriation. À cet égard, voici une autre piste qui a été proposée justement par nos collègues ici. Et voilà, donc nous avons vraiment pris du plaisir à travailler avec votre texte. Moi, je travaillais sur le texte l'été passé et j'étais très inspirée par vos travail. Et voilà, en travaillant ensuite sur les cas des Uzici et de la Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte que cette préoccupation pour la préservation des espèces, pour le non-épuisement de la ressource, est aussi à prendre en compte parce que
dans les cas de bétonisation de la ressource, comme nous les voyons, c'est souvent le cas pour les ZAD ou dans les villes. Donc, bien qu'il y ait un intérêt général du propriétaire, peut-être étatique, ou bien un intérêt général, même si le propriétaire est privé. Donc, cet intérêt pourrait être inconciliable avec les usages génératifs des lieux. Donc, la destruction de la ressource est inconciliable à autre type d'intérêt. Donc, 3 questions s'ouvrent ici. Donc, pourra-t-on faire en sorte que les usages génératifs du commoning prédominent les prérogatives du domaine public ou privé? Plus spécifiquement, je vais dire, sera-t-il possible d'opérationnaliser dans les droits une distinction entre un intérêt d'usage des communautés concernées, donc on a parlé de communautés diffuses tout à l'heure, on peut les appeler aussi communautés concernées, préoccupées par une certaine, l'écologie des lieux. Vis-à-vis un intérêt général ou un intérêt privé. Et puis, sera-t-il possible d'opérationnaliser cette distinction sur base des capacités des soins, étendre ce concept de capacité des soins grâce aux pratiques et au savoir-faire qui se développent au sein du commoning qui n'est pas immémorial. Ça, c'est nos défis. Donc, un peu en tant que juristes qui sont souvent interpellés par les commoners. Mais voilà, au-delà de ces questions ouvertes, nous pensons que il y a des notes assez encourageantes à côté des personnes humaines et des personnes juridiques publiques et privées de type classique. D'autres entités et des ensembles qui sont non exclusivement humaines et qui sont vivantes commencent à être saisis par les droits. Les droits en parlent. Et en écrit, ce qui est encore plus important dans le droit. Et donc, à la lumière de ce que nous avons exploré, nous estimons donc pouvoir regarder à ces entités comme des collectifs vivantes. Nous avons aimé dans notre article parler des collectifs vivants, d'élargir ces conceptions de collectifs aussi à quelque chose qui est un peu plus, qui va au-delà effectivement d'une communauté comme nous la pensons au sens habituel du terme. Et ceci nous semble, la référence à l'ensemble, une certaine intégration entre l'humain dans son milieu habité, nous semble être plutôt une bonne nouvelle dans le domaine du droit aujourd'hui. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je m'absente 2 secondes. Je reviens. Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Alessia. De rien, de rien. À vous de la patience d'avoir écouté jusqu'à là. Alors, on a plein de matières à réfléchir. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite déjà réagir. On va attendre peut-être que Serge revienne. Oui, on va attendre que Serge soit là. Tourner les rotules pour les questions. Une petite pause peut-être pour vous. Une petite pause. Oui, ou si quelqu'un veut manger, boire de l'eau, je ne sais pas moi. Allez. Une petite pause. C'est le bon moment. Merci beaucoup, Alessia. On va attendre, en effet, peut-être que Serge soit là. On s'entend bien ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai eu des coupures.